L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette saison 3, épisode 7 d'Onde Verte. Avec nous aujourd'hui nos deux chroniqueurs, Marie-Jeanne qui sera avec nous par téléphone tout à l'heure, Sylvain que nous retrouvons. Salut Sylvain. Bonjour Louis. On te retrouvera dans la deuxième partie de l'émission, et aussi notre invitée, elle s'appelle Alexandra Couturier, et avec elle nous découvrirons ce que sont les bacs à marée. Et non, je ne parle pas évidemment des bacheliers, rien à voir, on est dans un autre univers, vous allez le découvrir tout à l'heure avec elle. L'autre invité de cette émission, et nous allons d'ailleurs démarrer avec lui, c'est Emmanuel Béjanin, le directeur régional délégué de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour Louis. Emmanuel, celles et ceux qui écoutent cette émission savent que vous êtes un spécialiste de l'économie circulaire, mais vous parlez aussi régulièrement dans nos émissions des enjeux de la transition énergétique. Et je souhaitais, on va faire quelque chose, je souhaitais vous interroger sur la combinaison des deux. Est-ce que c'est possible ? Mais oui, c'est tout à fait possible. Pour que ce soit bien clair dans l'esprit de nos auditeurs, ou ceux qui nous regardent, il faut peut-être définir en préambule l'économie circulaire et la transition énergétique. Emmanuel, vous avez tout à fait raison, la clarté s'impose, commençons par ça. D'accord. Très bien. Alors, l'économie circulaire, c'est un modèle qui cherche avant tout à préserver les ressources et les matières premières en favorisant, entre autres, l'utilisation de matières recyclées et de matières recyclables. D'accord. Alors, en combinant différentes actions, des actions d'éco-conception, d'achat responsable, de prévention des déchets ou encore de lutte contre l'obsolescence programmée, eh bien, cet ensemble, l'économie circulaire, réduit la quantité de déchets que nous produisons et restreint évidemment significativement notre impact environnemental. Et puis, dans le même temps, on a la transition énergétique, qui est une démarche nécessaire qui vise à recalibrer nos besoins et les consommations énergétiques, et puis à remplacer les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon, voilà, par des énergies à la fois renouvelables et locales. Donc là, l'objectif, il est de décarboner notre économie, décarboner notre société pour limiter massivement nos émissions de gaz à effet de serre, parce que on le sait, ces émissions, elles contribuent, et le mot est faible, au réchauffement climatique. C'est toujours plus clair, évidemment, dans ce sens. Merci, professeur Emmanuel. Et donc, est-il possible d'allier les deux, transition écologique et économie circulaire ? Oui. Eh oui, c'est parfaitement possible. D'abord, parce qu'il y a deux engagements qui sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre. Il n'y a aucune contradiction, bien au contraire. Les deux vont dans le même sens. Ensuite, il existe même des cas où les deux se nourrissent l'un l'autre. Et je pense notamment à ce qu'on appelle les combustibles solides de récupération. Alors attendez. Emmanuel, alerte jingle, jargon, on est en train de faire du langage technique. Je pense aux auditeurs, je vais vous demander de bien vouloir nous définir ce que sont ces fameux combustibles solides de récupération. Alors, les CSR, donc combustibles solides de récupération, c'est tout simplement des combustibles préparés à partir de déchets. Alors, on vous rassure, c'est des déchets non dangereux et qui vont alimenter les chaudières ou les fours à très haute température. Merci pour vos explications, Emmanuel. En fait, l'idée, c'est de brûler des déchets. Oui, alors il s'agit pas de brûler n'importe quel déchet, c'est pas la poubelle de Monsieur Tout le Monde. Les CSR, ce sont des combustibles qui obéissent à des règles techniques et des règles réglementaires très strictes. Il y a une norme qui précise de manière extrêmement rigoureuse leurs propriétés, leur qualité, ce qu'on appelle par exemple pouvoir calorifique, c'est-à-dire la quantité de chaleur que ces déchets sont capables de dégager lors de la combustion, ou leur teneur en chlore ou en mercure. Donc il faut garantir que la préparation de ces combustibles et leur incinération soient parfaitement conformes aux normes de sécurité et aux normes de santé. Je comprends mieux pourquoi les CSR participent à la transition énergétique, parce qu'ils peuvent aussi remplacer en fait à terme les énergies fossiles. Mais pourquoi ces CSR s'inscrivent-ils dans l'économie circulaire ?
Tout simplement parce que ce sont des déchets non dangereux qui sont triés, traités pour devenir des CSR. Ouais. Et ces déchets auraient sans aucun doute été enfouis. En tout cas, à l'ADEME, on s'assure que les CSR sont fabriqués à partir de déchets qui étaient destinés à l'enfouissement. Et donc, ce sont des déchets type les refus de tri, des déchets des activités économiques ou les refus de collecte sélective d'ordures ménagères, des encombrants qu'on trouve dans les déchetteries. Et donc, l'économie circulaire, elle vise justement à éviter l'enfouissement de ces déchets. Et les pouvoirs publics ont d'ailleurs fixé des objectifs. On doit détourner, tenez-vous bien, 12 millions de tonnes de déchets, des montagnes de déchets qui partent à l'enfouissement. Et donc l'objectif, au travers des différents dispositifs que l'on mène, c'est de produire 1,5 million de tonnes supplémentaires de combustible solide de récupération d'ici 2025. Donc à peu près 10% de ce qu'on enfouit, on veut en faire des CSR. C'est énorme. Donc la production de CSR, c'est un maillon complémentaire au recyclage qui va aider à optimiser les ressources et la valorisation énergétique. Et c'est aussi une activité supplémentaire pour les centres de tri. Ça va impliquer effectivement un travail sur le tri considérable ces prochaines années. Est-ce que vous avez déjà accompagné des opérations avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine autour des CSR dans notre région ? Oui. Alors il y a pas beaucoup d'installations encore de CSR et même la plupart des installations sont pas forcément actives. Elles sont en cours de construction. C'est une filière qui est naissance. Et on vient par exemple de boucler l'instruction d'un très gros dossier qui concerne les papeteries de Condat en Dordogne. Alors là, Emmanuel, vous me faites très plaisir parce que je suis à quelques kilomètres des papeteries de Condat. J'ai grandi là-bas et je peux vous dire que ça a toujours été un acteur important. Et on s'est posé beaucoup de questions ces dernières années autour de l'avenir de cette industrie parce que le papier, il y a eu une crise dans le papier et aujourd'hui, cette usine se réinvente, notamment avec ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pardon, c'est le cœur qui parle là, c'est le Périgourdin qui parle. Bien sûr. En plus, effectivement, la papeterie Condat, c'est le premier employeur privé du département de la Dordogne. Donc c'est essentiel pour l'économie de nos territoires. L'ADEME va accorder une aide de 14 millions d'euros pour construire une chaufferie qui sera alimentée par des CSR au lieu du gaz naturel. Donc avec le soutien d'autres acteurs comme la région, cet investissement défend la pérennité du site parce qu'elle était clairement en danger, cette papeterie, et elle améliore sa compétitivité. Donc cette aide va contribuer directement à décarboner l'industrie de nos territoires et à favoriser la compétitivité de cette entreprise. Donc, j'ajoute pour conclure que l'ADEME lance régulièrement des appels à projets pour identifier et accompagner financièrement des opérations et des unités valorisant les CSR. C'est des projets qui sont soutenus par ce qu'on appelle le Fonds économie circulaire et le plan de relance qu'on appelle le France Relance. Et vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Et j'en profite pour vous dire qu'on fera d'ailleurs prochainement une émission spéciale dédiée au plan France Relance parce qu'il y a énormément de domaines qui, vous allez le voir, sont positivement impactés par ce plan. Merci Emmanuel pour cette présentation très complète sur le sujet des CSR et merci pour le clin d'œil aux papettes de Condat. Avec plaisir, merci Louis. Et nous allons maintenant prendre le large et nous éloigner des problématiques industrielles tout en restant dans l'univers des déchets puisque nous allons parler des déchets marins avec Alexandra Couturier. Ce sera dans un instant. Onde verte. Et nous voici avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Louis. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi. Alexandra qui est une demoiselle de Rochefort. Et vous n'avez pas de sœur jumelle Alexandra, non ? Non, je suis désolée, je suis finie. En tout cas, vous travaillez à la communauté d'agglomération de Rochefort. Océan, c'est évidemment en Charente-Maritime, c'est un petit paradis. Et vous pouvez nous présenter rapidement votre territoire et nous expliquer surtout quel est votre rôle, Alexandra ? Donc, le territoire de la communauté d'agglomération, donc Rochefort-Océan, comme le nom l'indique, donc on est en bordure donc de l'océan Atlantique, une façade littorale. Je vous épargne les images sur l'Hermione, l'Arsenal. Enfin voilà, un territoire magnifique à découvrir, à la fois rural et océanique.
riche. Et pour ce qui me concerne, donc moi je travaille au sein de la direction de l'aménagement, transition écologique et mobilité, un nom un peu barbare et qui veut tout et rien dire. Et je suis plus particulièrement en charge du service transition écologique. Et on traite de beaucoup de sujets dans ce service. On se donne le défi d'essayer de faire bouger les lignes sur cette question sensible de la transition écologique. Et pour ça, on est une équipe assez riche. On travaille sur la question évidemment des déchets, que ce soit la prévention, la gestion du quotidien. On travaille sur l'économie circulaire avec notamment un contrat de transition écologique qu'on a signé avec l'ADEME, entre autres, et l'État. Ouais. Et puis aussi, c'est tout le volet climatique, énergétique, l'éducation au développement durable, et pour finir, l'agriculture et les circuits courts. Dis donc, ça bouge, on s'ennuie pas. Ça bouge sur ces questions, ouais. Et malgré une année 2020 et 2021 qui est particulière avec ce Covid, vous avez pu quand même, malgré tout, avancer, faire bouger les lignes dans votre communauté d'agglomération ? On a pu avancer, je vous cache pas que comme beaucoup de territoires, ça a été un peu ralenti entre le Covid et le report des élections, mais il y a des belles choses qui se sont mises en place. Un exemple tout simple, c'est la mise en place d'un drive fermier au printemps, justement pour venir en aide aux producteurs locaux qui avaient du mal à écouler leur stock puisque les restaurations collectives étaient fermées. Donc voilà, c'est des initiatives qui n'étaient pas forcément prévues dès cette année, mais qui ont pu émerger malgré le contexte. Donc on essaye de voir le positif dans ce contexte un peu particulier. Et on s'adapte et on se questionne. Alors on reparlera du drive fermé une prochaine fois avec grand plaisir, mais on va parler d'autre chose, d'un autre sujet, puisque votre territoire est évidemment très marqué par la proximité avec le bel Atlantique. Or, on parle de plus en plus de déchets marins. Est-ce que ce phénomène touche vos plages et si oui, quel est le type de déchets qu'on trouve sur ces plages ? Alors oui, malheureusement, on n'est pas épargné. On aurait bien voulu, mais bon, je pense que comme toutes les plages, un peu partout en France et ailleurs, on est victime on subit en tout cas, c'est oui, de notre succès, mais surtout des déchets qui sont ramenés par l'océan. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, c'était la mise en place d'un réseau de bacs à marée. Donc on a travaillé en fait avec une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Théo, qui est basée à La Rochelle et qui travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet. Et donc on a une quinzaine de bacs à marée qui sont positionnés sur le territoire. Alors, on va revenir là-dessus, Alexandra. Oui. Juste une chose, l'action des marais, elle est importante dans ce phénomène de déchets qui viennent sur ces plages. Parce que c'est pas forcément des déchets qui viennent de Rochefort. Hein. C'est pas forcément des déchets qui viennent de Rochefort, mais pour autant, on est dans le golfe des Pertuis, on est bordé par l'île d'Oléron, l'île d'Aix. Ouais. Et en fait, on connaît les courants et on sait que les déchets qu'on retrouve sur nos plages sont pas des déchets qui viennent de l'autre bout du monde. C'est des déchets qui sont produits dans un périmètre relativement restreint. Donc, comment faisiez-vous c'est l'intérêt aussi, quoi. Comment faisiez-vous jusqu'ici avant ces fameux bacs à marée ? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient mises en place déjà ou pas ? Non, il y avait des initiatives citoyennes où les promeneurs pouvaient ramasser ce qu'ils trouvaient, puis voilà, ils trouvaient une corbeille de ville et ils mettaient dedans, mais il y avait rien de consolidé et surtout il y avait nous on avait très très peu de données en fait sur ce qui était récupéré, donc c'était un petit peu l'enjeu de ce réseau aussi, c'était d'avoir de la matière, de savoir quels sont les types de déchets qu'on y retrouve et en quelle quantité en fait pour pouvoir agir sur la phase amont, faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets possible qui partent en mer, parce que là on récupère ce qu'on peut, on dépollue le littoral, mais idéalement il faudrait éviter que ces déchets se retrouvent là, et il y a une grosse partie qu'on ne voit pas et qui se retrouve en mer, donc il y a un enjeu qui est crucial. Vous avez noté plutôt une dégradation ces dernières années ou au contraire une amélioration, peut-on dire ? On a des données qui sont assez récentes en fait, puisque notre réseau de bacs à marée il date de 2018, donc vous dire ce qu'il y avait avant, c'est compliqué. En tout cas, on n'a pas réellement de point de comparaison. Et là, sur 2018-2019, c'est trop peu pour comparer, sachant en plus que le nombre de bacs a été intensifié. Donc finalement, on a plus de données. Ça veut pas dire qu'il y a plus de déchets en 2019 qu'en 2018, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Après, il y a aussi par contre des phénomènes météorologiques
extrêmes peut-être un peu plus fréquents, donc les grandes marées rapportent quand même plus de déchets que sur un climat un peu plus classique. Alors, vous avez déjà commencé à l'évoquer, à évoquer ces fameux bacs à marée. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système? Alors, c'est tout simple, hein, c'est ni plus ni moins, on pourrait dire que c'est une poubelle de plage, entre guillemets. Donc, nous, on les a voulu faites en palette de récupération. Hein. On les positionne sur le littoral en haute plage. Et là, les promeneurs, que ce soit des opérations de nettoyage organisé ou un promeneur du dimanche, dès qu'il trouve un déchet en fait sur la plage, il est invité en fait à venir le déposer dans ce bac-là. On en profite pour faire un peu de sensibilisation puisqu'on est à poser des panneaux pour sensibiliser à la protection littorale et à la protection de la laisse de mer. C'est important aussi parce que bien souvent c'est méconnu. Cette laisse de mer est méconnue et on la laisse de mer, qu'est-ce que c'est? La laisse de mer, c'est un habitat naturel en fait qui est composé de entre autres d'algues qui sont ramenées par les marées et qui constituent en fait un habitat pour la flore, pour la faune et un espace aussi pour se nourrir pour certaines petites bêtes. Et alors juste c'est un espèce de cordon qu'on peut retrouver souvent en haute plage en fait. Ok. Question très pratique, ces bacs à marée, on les retrouve sur la plage, on les retrouve plutôt au niveau de la dune. C'est à quel niveau? C'est à l'entrée? Plutôt en haute plage pour justement pas être embêté en cas de forte marée. On les a positionnés à proximité des chemins d'accès en fait pour qu'ils soient quand même visibles. On les a intégrés, mais qu'ils soient visibles des promeneurs qui connaissent pas forcément la démarche, qui le voient en arrivant sur la plage en disant ah bah tiens il y a ça, bon bah si je trouve quelque chose au détour de ma balade, je le récupère et je sais qu'en rentrant chez moi, je peux le déposer dans le bac. Vous êtes inspiré de ce qui se faisait ailleurs ou dans d'autres pays là-dessus? J'imagine que vous regardez aussi ce qui se fait sur d'autres. On regarde ce qui se fait, mais c'est surtout la société, la société Théo qui est venue nous chercher parce que il surveillait certaines zones du littoral, notamment sur Foura où il y avait un constat quand même de dépôts assez fréquents et c'est eux qui sont venus nous proposer justement d'étendre en fait ce projet dans un objectif d'analyse, de diagnostic au-delà de la dépollution aussi des plages, quoi. Combien ça a coûté ce système globalement? On est sur une enveloppe là pour les 15 bacs, on est sur une enveloppe de 7 000 € à peu près à l'année. Ouais, donc ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Après, on a fait le choix en fait que les bacs ne soient positionnés qu'une partie de l'année. C'est-à-dire qu'on veut pas que ça devienne des poubelles pas péjoratif, hein, mais des poubelles pour les déchets des touristes. Quand il y a moins de surveillance. Donc, en fait, voilà. On veut elles sont présentes de septembre à fin mars entre les marées d'équinoxe. Donc on est sur cet ordre-là en termes de coûts. Donc c'est vraiment pour l'arrière-saison, on va dire, en pleine saison, en haute saison, quand il y a beaucoup de vacanciers, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place. Il y a d'autres systèmes et puis il y a aussi moins de déchets ramenés par la mer. Ouais. Donc le choix a été fait sur cette période-là et puis parce que sinon on se serait retrouvé avec des déchets de pique-nique, des canettes, des choses qu'on doit traiter, mais pas dans le cadre de ce projet-là, en fait. Alexandra Couturier qui est avec nous. Alors, vous nous avez parlé de ce drive fermier, mais au-delà de cette opération des bacs à marée, votre collectivité, on voit, elle est engagée sur une démarche globale de transition écologique. Allez, les prochains sujets sur le feu qui vont arriver, est-ce que vous pouvez nous faire un teaser, comme on dit en radio? Alors, je vais vous faire un petit teaser. Le projet phare qui va démarrer en début d'année, donc c'est une étude sur la valorisation des matériaux composites. Ouais. Donc ce projet, il est mené en partenariat avec l'ADEME, l'État, la Banque des Territoires et le CEREMA, puisqu'on a un contrat de transition écologique il y a un petit peu plus d'un an, qui est axé spécifiquement économie circulaire avec 4 grands axes, BTP, le littoral, la dynamique territoriale, et vraiment un axe dédié aux matériaux composites. Juste pour expliquer le contexte en 2 mots, ces matériaux composites, on les retrouve dans de nombreuses filières, que ce soit le nautisme, l'aéronautisme, l'hôtellerie de plein air, les éoliennes, les sports de glisse. Et actuellement, malheureusement, il n'y a aucune filière de recyclage de ces matériaux-là.
Alors, il y a de la valorisation énergétique. C'est ni peu ni moins que de l'enfouissement, mais c'est pas ce qu'on recherche. Puis ça fait mal au cœur d'avoir des morceaux de bateau enfouis. Enfin voilà, c'est pas une finalité qui peut s'entendre sur du long terme. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'avoir une vision multifilière du sujet. Donc où sont les gisements, quelles sont les techniques de recyclage qui existent, parce qu'il y a des choses qui bougent un petit peu au sein de chaque filière, mais voilà, sans forcément échange de données. Les évaluer, ces techniques de recyclage, et c'est de caractériser aussi les matériaux recyclés qui vont être produits, c'est-à-dire en fonction de la granulométrie, mon composite, il aura telle résistance à la température, au choc, ou au contraire, il aura telle souplesse, et combien ça coûte en fonction de tel ou tel process de recyclage. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de donner le maximum de billes, d'outils aux industriels pour qu'ils puissent s'en saisir et intégrer ces matériaux recyclés dans des process de fabrication. Sylvain, donc, elle est partie pour une deuxième émission, Alexandra. Elle est inarrêtable. Ça passe vite, c'est qu'on s'ennuie pas. Voilà. On s'ennuie pas avec vous et c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. On reviendra vous voir évidemment pour parler de tout ce que vous faites à Rochefort. Bravo, territoire qui est à la pointe, qui innove là-dessus. Bravo pour cette mise en œuvre. Sylvain, les bacs à marée, vous connaissiez ? Oui, je connais grâce à Alexandra. J'ai eu la chance d'accompagner Alexandra toute une journée qui m'a présenté tout le dispositif mené par Rochefort Océan. Donc c'était plutôt une belle découverte et il y a des belles images à montrer à travers cet exemple. Merci Alexandra, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Onde verte. Et il est temps de retrouver nos deux chroniqueurs préférés, Sylvain et Marie-Jeanne, qui est au téléphone avec nous. Sylvain, on parlait des plages à l'instant avec Alexandra Couturier. Les plages, c'est un peu le temple du sport. C'est des endroits où on va courir, on va jouer au ballon, à la raquette, on va se baigner, on va surfer, on ramasse les coquillages quelquefois. Ce sont des activités sportives. Les activités sportives, on ne le dira jamais assez, qui malheureusement génère aussi beaucoup de déchets. Oui, exactement, comme toutes les activités humaines. Et donc, c'est un sujet traité en fait par toutes les parties du monde sportif, que ce soit les sportifs eux-mêmes, les accompagnants, le public, les supporters, les gestionnaires de clubs, d'équipements. Donc, tout le monde s'en préoccupe et y participe pour supprimer tout ce qui est gaspillage, limiter les quantités de déchets, etc., etc. Et plusieurs études ont montré qu'une grande partie des déchets étaient certes produites dans le fonctionnement courant des clubs et des associations, mais une plus grande partie encore est générée à l'occasion des événements sportifs. Et c'est pourquoi beaucoup d'organisateurs souhaitent réduire l'impact environnemental des rencontres, des manifestations, et en utilisant différentes méthodes, différents référentiels. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la norme ISO 20121, qui est une norme qui a été élaborée par l'Organisation internationale de normalisation. Oui. On connaît les normes ISO en général. Voilà. Et notamment, cette norme ISO 20121 a été élaborée au moment des Jeux Olympiques de 2012. L'idée, c'était de promouvoir une consommation beaucoup plus responsable, atténuer les effets négatifs de tous ces événements. Et ce qui a été testé pour ces Jeux Olympiques-là, eh bien, ça peut s'étendre à tout type de spectacles sportifs, culturels, Tour de France, et des salons professionnels aussi, et grand public. Donc, elle s'adapte à tous les types d'événements dès on regroupe du monde. Les fameuses normes ISO, pas toujours évidentes à comprendre quand on n'est pas à l'intérieur de ces structures, mais est-ce que vous avez des précisions sur celle-ci, sur la 20121, ce qu'elle contient et surtout ce qu'elle implique? Exactement, Louis. En fait, c'est une norme qui est structurée comme les normes classiquement normes ISO, et notamment en référence aux normes de management. C'est la norme dans le milieu de l'environnement, la référence c'est la 14001, oui. Et donc elle fonctionne de la même manière avec différentes séquences qui sont articulées au cours de 4 axes. Alors c'est un peu technique, mais ça vaut le coup d'expliquer les choses. C'est à la fois planifier, faire, vérifier et agir. Et à chaque séquence, eh bien, il y a un mode d'emploi, des étapes obligées qui permettent d'aboutir à la labellisation finale. Par exemple ? Alors la partie axe planifié, c'est vraiment identifier et impliquer les parties intéressées, c'est définir tous les principes de développement durable qui vont régir l'activité concernée, et c'est identifier, évaluer tous les enjeux. L'axe 2 qui s'appelle faire, eh bien, c'est comment on va faire pour garantir les ressources, mais aussi les compétences, la sensibilisation des différentes parties qui vont intervenir, communiquer en interne et en externe, et puis avoir une véritable maîtrise opérationnelle et une gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Le troisième axe qui est vérifié, c'est surveiller, c'est évaluer. Et puis le dernier, agir, ça va être comment j'identifie les non-conformités pour apporter les corrections. C'est un système qui s'améliore toujours en fait. Qui s'améliore toujours. Et l'intérêt de cette norme ISO 20121, c'est que c'est un référentiel mondial. Et donc tous les organisateurs vont pouvoir se référer à celui-ci et démontrer leur engagement et un engagement réel en faveur du développement durable. Et ça permet de définir pour chaque événement comment je me suis engagé par rapport aux différentes matières premières, aux matériaux que je veux utiliser, mais aussi aux différents équipements, aux aménagements dans lesquels je vais m'engager, comment j'ai géré les ressources, l'eau, l'énergie, et puis aussi quel axe je prends par rapport à la restauration, par rapport à l'hébergement, par rapport au transport. Est-ce que nous avons des événements sportifs qui portent ce label ISO 20121 ici en Nouvelle-Aquitaine ? Alors il y a toute une démarche qui est menée, il y a des sites qui commencent à s'intéresser, notamment je pense au site de canoë-kayak autour de Pau, mais aussi à la plateforme d'aviron autour de Libourne. Et puis surtout il y a des territoires qui ont compris que s'ils étaient moteurs dans la norme ISO 20121, ça pouvait déclencher aussi l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'organisation des événements. Et je cite l'agglomération de La Rochelle et puis Bordeaux Métropole, qui ont une envie de s'engager sur la norme ISO 20121. Et donc, en imposant, entre guillemets, la norme ISO 20121 sur leur territoire, ça veut dire que toute personne qui va intervenir, qui va organiser un événement, devra respecter ce cadre-là. Et donc, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et c'est les prémices aussi, quand on va recevoir des événements mondiaux, type la Coupe du Monde de rugby en 2023, et on sait que Bordeaux va être une des villes hautes où des matchs vont avoir lieu. Donc, on sera dans cette dynamique-là. Et c'est plutôt très positif. Voilà, la Coupe du Monde de rugby et d'autres manifestations sportives qui demain devront respecter cette nouvelle norme. Pour en savoir plus, est-ce qu'on peut aller sur le site de l'ADEME ? Est-ce qu'il y a des choses qui renseignent sur cette norme-là ? Alors sur le site de l'ADEME et surtout sur le site de la norme ISO ou de l'AFNOR, qui est très complet, qui explique bien les choses. Sur le site de l'ADEME, vous allez trouver une dynamique autour des labels environnementaux plus particulièrement. 20121, c'est son numéro de matricule. Exactement. Merci Sylvain pour ces nouveaux éléments qui plaident en faveur du sport éco-responsable. C'est le fil rouge avec vous toute cette année. Nous avons Marie-Jeanne qui est en ligne également avec nous. Rebonjour Marie-Jeanne. Bonjour Louis. Comment ça va ? Ça va, merci. Et vous, ça va ? Parfaitement bien. Et puis quand je vous entends, je suis heureux parce qu'à chaque fois avec vous, j'apprends des nouvelles choses, des nouvelles astuces en vous écoutant, comme par exemple faire des achats en ligne sans trop impacter l'environnement. Et on peut dire que c'est d'actualité puisque les plateformes d'achat en ligne connaissent un immense succès depuis l'événement malheureux de la Covid. Vous allez nous expliquer comment acheter en ligne sans trop impacter l'environnement. C'est vrai que l'achat en ligne, ça se développe très très rapidement. Ça représente aujourd'hui, chiffre 2017 même, donc ça a dû augmenter près de 9% du commerce de détail. Et puis, comme vous le disiez, les confinements qu'on a connus ont accru ce phénomène. Ce qui est évidemment pas sans conséquence sur l'environnement. En fait, on pourrait croire que le commerce en ligne pollue moins parce qu'on ne prend pas sa voiture pour aller faire des courses. Et effectivement, on évite un certain nombre de déplacements et d'impacts qui sont générés par la construction ou l'exploitation de boutiques physiques. Mais il y a un revers à tout ça. D'une part, côté livraison, parce que il faut acheminer les produits achetés jusqu'à la personne qui les a achetés. Surtout si les livraisons sont express ou s'il y a besoin de traiter un retour. Donc là, on démultiplie les déplacements. Et puis, il y a un effet aussi Black Friday. Si on prend les chiffres notamment du Black Friday 2019, c'était 2,5 millions de colis distribués en une seule région et en une seule journée, et en région parisienne. Donc 10 fois plus que d'ordinaire. Donc attention à ces effets-là qui font qu'il y a un impact considérable. Et il y a beaucoup d'enseignes qui proposent une offre en ligne ce jour-là ou cette semaine-là même, alors même qu'elles ont conservé des boutiques physiques. Moi, le Black Friday, personnellement, faut pas m'en parler. Je trouve que c'est tellement hors des enjeux qui sont actuellement. Je me demande pourquoi on a importé ça. C'est même pas français. On a importé cette idée de... Tout à fait. Vous allez me mettre en colère, ça y est. Je suis en colère. Je rigole. Continue. Voilà, j'en rajoute une couche sur l'impact du numérique parce que s'ajoute aux livraisons et aux achats compulsifs les impacts du numérique, soit 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est comparable au secteur aérien.
Et pour noircir davantage le tableau, c'est que ces projections prévoient un doublement des émissions et donc des impacts de 5 et 10 ans. Donc, tout ça pour dire que les professionnels du e-commerce ont bien compris qu'il y a un défi essentiel à relever et qu'il y en a certains ambassadeurs qui ont prévu justement de battre le fer tant qu'il est chaud et de viser la neutralité carbone en 2040. J'imagine que là-dessus. L'acteur en question commence par un A, c'est le A de l'acronyme de GAFA. Ce serait le A de Amazon, par exemple. C'est vous qui le dites. Mais ce fameux A, justement, prévoit des dizaines de fourgonnettes électriques et prévoit d'atteindre l'objectif de neutralité carbone de l'ensemble de ces activités, pas seulement la distribution, d'ici 20 ans. Marie-Jeanne, quand on parle du numérique, il n'y a pas que le e-commerce. On aurait tendance à le croire, mais il y a derrière tout ça le télétravail, les jeux, les vidéos en ligne, etc., les sites de streaming, c'est énorme. C'est ça s'ajoute, le e-commerce s'ajoute aux autres usages du numérique et le e-commerce, comme les autres usages, nécessite des serveurs, des terminaux, des infrastructures, des logiciels et tout ça consomme beaucoup de ressources, tant dans sa phase de production de l'outil physique en lui-même que dans sa phase d'utilisation et puis génère des déchets qui sont conséquents et difficiles à traiter. Et en plus de ça, il y a une chaîne logistique complexe et la construction d'entrepôts géants. Ouais. Très joli programme. Qu'est-ce qu'on fait? On s'interdit d'acheter en ligne finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi je j'interdis pas d'acheter en ligne. Je peux pas jouer les rabat-joie puis je fais partie de toute façon de ces 87% des consommateurs qui ont déjà ou qui achètent régulièrement en ligne. Mais néanmoins il y a c'est toujours l'objectif, le message de l'ADEME, il y a quelques petites bonnes pratiques à adopter. D'une part, éviter l'achat d'impulsion. Oui. Éviter l'achat d'impulsion, on en parlait tout à l'heure du Black Friday, donc typiquement c'est l'achat d'impulsion à éviter et cibler ses besoins réels, et ça c'est valable pour toutes les actions de consommation. Okay. Grouper ses achats et éviter les colis monoproduits, donc essayer de concentrer un petit peu ses commandes. Vous nous poussez à la consommation là, Marie-Jeanne. Non, mais c'est ça. Au lieu de se dire j'achète et puis le lendemain j'achète sur le même site et du coup ça fait 2 colis, essayer d'attendre au moins une semaine et de se dire oui j'ai vraiment besoin de ça et je vais acheter au même endroit. Okay. En fait, éviter les livraisons express, donc ça on en a déjà parlé. Privilégier éventuellement le click et collect and collect ou bien click et rapplique, comme on dit en français, pour centraliser les lieux de livraison. Les points relais, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Acheter sur des sites locaux pour favoriser les circuits courts. Ça c'est en ligne ou pas en ligne, c'est toujours le même message. Privilégier des emballages recyclables ou recyclés, ou en tout cas les e-commerçants qui ont une politique en la matière, et privilégier les sites qui mentionnent l'utilisation d'un serveur informatique éco-responsable. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, si on a fait tout ça, normalement, on a déjà un comportement bien plus vertueux. Et puis, puisqu'on parlait d'Amazon, on peut aussi citer il y a des plateformes en ligne françaises qui existent. Il n'y a pas qu'Amazon. Malheureusement, Amazon truste tout. Mais il y a aussi des plateformes. Alors, je les ai plus en tête, mais je crois qu'il y en a qui arrivent et qui commencent à se faire connaître. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Jeanne, pour tous ces conseils éclairés. Vous pouvez aller cliquer, surfer et collecter sereinement grâce aux conseils de Marie-Jeanne. Pour celles et ceux qui souhaitent retrouver ces astuces, je vous invite à consulter le site de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, nouvelleaquitaine.adem.fr, ou bien la rubrique particulier du site agir pour la transition.adem.fr. J'ai été complet. Parfait. Merci. J'ai l'approbation de Marie-Jeanne. Merci Sylvain. Merci Louis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager ces émissions, ces contenus. N'hésitez pas à le faire pour informer vos amis. Voilà, on a parlé de surf, on a parlé de gestion des plages, on a parlé de ce que font les collectivités. Si vous avez envie aussi de dire ce que fait par exemple la ville autour de chez vous, ou si vous avez des bonnes idées à nous faire partager, vous êtes les bienvenus. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.